On ne s'interdit rien, mais là, Denis a avoué son amour pour Edgar Morin. Moi, c'est pour Bachelard. Et pour commencer, effectivement, je vous montre Guattari. Guattari, pourquoi? Parce que c'est un homme qui a une très grande liberté. Et dans l'atelier que nous co-animons tous les deux, on essaie d'être le plus libre possible et on ne s'interdit rien. Donc en fait, Olivier gentiment me présente comme philosophe praticien. J'ai surtout mis ici ma référence pour moi, c'est cet atelier que nous co-animons, et de manière encore plus intéressante, par confrontation avec ce que je fais dans le cadre de la chaire de philosophie à l'hôpital. Je participe à un autre atelier en tant que discutant, comme ils disent un peu pompeusement, sur la souffrance à l'hôpital et dans les établissements de soins et la recherche du sens. Alors c'est intéressant parce que ce sont des ateliers plus d'écriture que de lecture, alors que ce que nous faisons ici, ce sont des avantages des ateliers de lecture. Donc je vais centrer mon propos sur ces ateliers de lecture en partant de ce fameux Antoine Compagnon. Pourquoi mettre Antoine Compagnon en avant? Antoine Compagnon est un polytechnicien qui a été converti aux arts libéraux, à la littérature. Ça va, c'est pas commun, mais ça arrive. Il a été professeur, puisque maintenant il n'est plus que professeur émérite au Collège de France. C'est un académicien français qui a vécu longtemps en Belgique et qui a écrit un ouvrage qui a un titre un peu iconoclaste, La littérature, ça paye. Alors sa femme n'a pas parlé comme cela, de manière beaucoup plus élégante, mais vous voyez, un académicien ne s'interdit rien. Alors effectivement, quand il a fait sa leçon inaugurale, c'était la littérature, pourquoi faire. Mais quand il s'adresse au tout venant, moi le premier, il parle comme ça. Donc c'est intéressant parce qu'il a beaucoup de liberté lui aussi. Et dans ce dernier livre, il a écrit ceci, qui est complètement en résonance avec ce que disait Safa tout à l'heure. La médecine ne veut pas se réduire à identifier des problèmes et trouver des solutions, car les solutions ne fonctionnent pas si elles n'entrent pas dans des récits avec les patients. D'où l'idée d'introduire dans les facultés de médecine des séminaires où l'on lirait des romans qui parlent des maladies. C'est effectivement ce qu'on fait. C'est aussi, si on résumait ce que nous faisons, ce que nous voulons faire, on l'a découvert ensemble, on le fait ensemble, et au fur et à mesure, on approfondit une approche qui va un peu de soi d'une certaine manière, mais qui en même temps n'est pas si simple que ça. Son propos appelle deux commentaires. D'une part, le fait que la médecine prétend aujourd'hui être une médecine personnalisée. En fait, elle tend vers une singularité à grande échelle, ce qui est quand même un petit peu différent. Et elle se méfie des humanités médicales. La faculté de médecine, c'est plus exactement, c'est l'Académie de médecine a beau dire effectivement qu'il faudrait que les humanités médicales rentrent dans le droit commun dans les facultés, c'est pas encore le cas, on est loin du compte. Et d'autre part, la deuxième observation, c'est que l'intimité qui intéresse le personnel soignant de manière générale, et pas simplement les médecins, est en fait une singularité. Merde. Attends. Voilà. En fait, j'en suis toujours à Compagnon. C'est une singularité qui échappe comme telle à la mesure. Elle n'est pas vraiment quantifiable. Alors, en lisant des récits de vie, les récits de vie de leurs patients, les soignants ont la possibilité d'entrer dans l'intimité des personnes qui se racontent dans ces récits et qui parlent de leur parcours de vie. Alors, je ne parle pas de parcours de soins, on parle vraiment de parcours de vie. Quand on est, surtout à l'article de la mort, la question du soin, c'est plus d'actualité. Par contre, la vie, et la vie jusqu'au bout, ça compte. Il y a plusieurs manières de se raconter, de se dire des choses. Et en particulier, les patients parlent d'expérience. Ils parlent de la connaissance qu'ils ont acquise de leur expérience de telle ou telle pathologie. Et ça porte un nom, ça s'appelle le savoir expérientiel. Alors là aussi, j'ai fait un test auprès d'un de mes fils. Tout pneumologue qu'il est récemment sorti de faculté, quand je lui parle de savoir expérientiel, il m'a pris pour un fou. Bon, je lui ai dit, écoute, viens au musée du moulage, tu apprendras peut-être quelque chose, il n'est pas venu.
Alors, en fait, j'ai mis Bodin parce que ça m'amusait. J'ai voulu faire comme Denis qui avait multiplié les slides, mais ça n'a aucune importance. C'est pour scander mon intervention. Je voudrais vous donner quelques exemples rapidement pour illustrer ce que c'est que ce savoir expérientiel, en m'appuyant sur deux types de textes. D'une part, des textes généraux, et d'autre part, des textes qui partent d'événements un peu tragiques qui sont en lien avec la guerre. Les premiers, de nombreuses œuvres littéraires aident les patients à découvrir qu'ils ne sont pas uniques, que d'autres qu'eux ont éprouvé les mêmes douleurs, ressenti les mêmes maux, qu'ils soient physiques, moraux, psychiques, que ceux dont ils souffrent et dont ils se plaignent. Alors, quand on regarde, je prends les exemples qu'on a traités récemment dans nos ateliers, le lecteur de La Recherche du temps perdu apprend par exemple avec Proust à nommer l'angoisse mortelle qui l'étreint, ses craintes nocturnes de mourir étouffé quand il est sujet à des crises d'asthme. Cette angoisse, en fait, est normale. Et on le découvre quand on lit Proust. Ce qui fait dire à Antoine Compagnon, je ne vais pas remettre le slide, je suis de ceux que Proust et beaucoup d'autres ont aidé à traverser la vie. Il dit encore, saurait-on ce qu'est la jalousie, le deuil? Alors si vous avez lu Proust, hein, on voit le deuil de la grand-mère qui est absolument, c'est incroyable quand on le lit. Savoir ce que c'est que des maladies chroniques comme l'asthme, si l'on n'a pas lu Proust. Et il finit, c'est plus méchant, un médecin qui a lu Proust est un meilleur médecin. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un médecin qui n'a pas lu Proust? Je vous laisse imaginer. Alors, on a parlé de Proust, on parlera un jour prochain dans un atelier certainement de Dostoïevski, qui, de la même manière, dans son œuvre, a une œuvre qui est parsemée de détails sur une autre maladie qui était qualifiée à l'époque de haut mal. C'est pas le mal, hein, O-H-A-U-T, mal, M-A-L. Dans L'idiot de Dostoïevski, il décrit le début de ses crises d'épilepsie, et je vous livre simplement dont il était sujet, en vous citant rapidement la manière dont il perçoit sa maladie. Subitement, quelque chose sembla s'ouvrir devant lui. Une extraordinaire lumière intérieure qui illumina l'âme. Cette sensation durera une demi-seconde, continue-t-il, mais pourtant, il garda un souvenir net et conscient du commencement, du cri atroce, j'ai presque fini, qui s'échappa de sa poitrine et qu'aucun effort de sa part n'aurait pu arrêter. Puis la conscience s'éteignit en lui et ce fut la nuit totale. Donc au fil de ces lectures, pour peu qu'elles soient guidées, donc il y a tout un travail de sélection d'auteurs et de textes, et pour autant qu'il soit assidu à ces séances, le lecteur qui participe aux ateliers, et je vous invite à venir nombreux à nos ateliers de lecture, c'est la raison pour laquelle j'interviens de cette manière-là, alors j'aurais pu le faire de manière beaucoup plus académique pour traiter le sujet de la bibliothérapie. Vous découvrirez, comme tous les autres auteurs, tous les autres lecteurs, les signes avant-coureurs de ces crises, avant qu'elles surviennent, que la pitié peut être un piège, en lisant, comme on l'avait fait ensemble, La pitié dangereuse de Zweig, que l'on est toujours seul à l'article de la mort, quelle que soit la position sociale qu'on a pu avoir, et parfois on finit accompagné par celui que l'on comptait pour rien. En l'espèce, c'était le serviteur qui se révèle d'une bienveillance assez touchante dans l'œuvre de Tolstoï. Et j'en viens pour terminer au texte littéraire du temps de guerre. Il existe une autre catégorie d'œuvres littéraires auxquelles nous sommes plus particulièrement intéressés ces derniers mois, dans le cadre de cet atelier, des œuvres littéraires qui sont créées en temps de guerre et qui explorent la condition humaine dans des conditions extrêmes. Elles interrogent la nature de la survie, de la morale et de la compassion, apportant une réflexion profonde sur ce que signifie être humain au milieu de la violence et de la destruction. Donc on peut trouver un sens à son existence dans les camps de la mort. On l'a vu avec Hannah Arendt, L'humaine condition, et Viktor Frankl, L'homme à la recherche du sens. C'est en ce sens, mais aussi survivre à un attentat en écrivant, c'est ce qu'a fait Lançon avec le lambeau et Rushdie avec le couteau. C'est en ce sens que l'écriture guérit,
qu'elle met le malade sur le chemin de la guérison, comme le fait observer Leila Chidiac dans son essai « L'écriture qui guérit, traumatisme de genre et littérature ». C'est cela la bibliothérapie, cette modalité particulière de l'art-thérapie dont Salman Rushdie est la figure, comme je le montre dans un avant-propos que l'on fera à un de nos prochains ateliers. Voilà, je vous remercie de votre attention.